Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Bonjour, rebonjour aux fidèles qui sont là depuis ce matin. Il y en a depuis ce matin qui sont là depuis ce matin? Bravo. Non, c'est bien, oui, à peu près. Je vous ai vu, vous avez posé plein de questions, donc c'est bien. Il y aura pas de, on ne tamponne pas de carte de fidélité, il n'y a rien de spécial, mais ça fait plaisir que vous soyez là. On se focalise à présent toujours dans la continuité de l'étape de ce matin, sur le fact-checking comme un outil citoyen pour la démocratie. Donc il y a plusieurs mots qui sont importants. Merci de réserver un excellent accueil, un accueil occitan, comme on dit, à nos invités. Voici à ma gauche Aude Favre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, présidente et cofondatrice de l'association Fake Off, vidéaste, sur Aude, comment on dit, WT Fake? What the fake. What the fake. Mais oui, c'est un Là, jeu de mots. WT Fake, mais non, what the fake. Ah oui, non. C'est un peu que je connais bien votre chaîne, hein. J'ai bien bossé. Samira, on retrouve Samira avec plaisir, qui est avec nous sur une table tout à l'heure. Samira El Gadir, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Journaliste et responsable du service de fact-checking Les Vérificateurs sur TF1. Et Thomas Huchon, bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est tout bonnement incroyable, puisque vous êtes aussi journaliste. Je me demande s'il y a un thème, quelque chose. C'est presque un complot, ouais. Auteur et réalisateur français, spécialiste du web, des fake news et des théories complotistes. Alors, ce qui est intéressant avec vous trois, c'est qu'on a trois façons d'aborder cette question de la vérification de l'information. Est-ce qu'on commence avec Samira, qui est une journaliste officielle? Là, je vous chambre, parce que tout à l'heure, il y avait des questions. Dès qu'on représente un média officiel comme TF1, évidemment, on attire beaucoup de questions. Et on commence avec vous, Samira. Vous avez donné des clés tout à l'heure, mais vous allez peut-être vous répéter un petit peu sur ce qu'est... Comment vous concevez votre métier, le fact-checking en tant que journaliste professionnel? Ouais. Je vais peut-être commencer par une interrogation qu'on a eue. Donc moi, je travaille au JT TF1 depuis 15 ans. J'ai été reporter au service économie et ça fait 4 ans que je m'occupe du fact-checking. On a lancé ce service en se posant des questions, en se disant est-ce que c'est notre rôle en tant que JT TF1 qui est très regardé, qui est le plus regardé en France, de se saisir de ces sujets-là. Et même en interne, on s'est posé ces questions-là, à savoir, notamment, je pense à mes collègues les plus anciens qui me disaient mais est-ce que c'est notre rôle à nous d'être une caisse de résonance sur les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux? Et on a eu la chance, entre guillemets, de lancer ce service en plein Covid, au tout début du Covid, même un petit peu avant le confinement, c'était en janvier 2020. Et très vite, on s'est rendu compte que oui, c'était notre rôle de le faire pour se saisir de toutes ces rumeurs qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, dans le débat public. Aussi, on vérifie aussi les interviews politiques dans les matinales de radio, etc. On fait feu de tout bois. On se saisit finalement de toutes ces rumeurs qui circulent pour ensuite non pas dire la vérité aux gens, c'est pas notre rôle, mais de les confronter à une enquête journalistique, j'allais dire des plus classiques, mais pas que, parce qu'on utilise aussi des outils aujourd'hui de fact-checking, notamment sur les images, j'en parlais tout à l'heure pour ceux qui étaient là, recherche d'images inversées, etc., où on va aller remonter à la source d'une image, remonter à la source d'un groupe sur les réseaux sociaux. Donc on utilise toute cette palette d'outils pour vérifier les rumeurs qui circulent le plus sur les sujets, et on a décidé de le faire. Aujourd'hui, on a des formats qui sont dédiés à ça. Moi, j'anime une chronique tous les samedis aux 20h de TF1 qui s'appelle Info ou Infox, et où on reprend une allégation, une image, quelque chose qu'on va vérifier. On le fait aussi sur LCI aujourd'hui, et donc j'anime aussi une chronique sur LCI, et sur notre site internet où on a 3 à 4 articles par jour. On choisit les sujets en fonction de leur audience. Si ça circule beaucoup, si c'est grand public, si c'est concernant, comme on dit, on s'en saisit, et puis ensuite on vérifie. Dans la continuité de l'échange qu'on a eu tout à l'heure, ce qui serait intéressant de voir, c'est que vous disiez que votre public, c'est plutôt une certaine génération, des gens plus âgés, c'est ça? En fait, on a 3 publics différents sur les 3 supports. Sur le JT de TF1, c'est vraiment familial. Donc alors la moyenne d'âge, effectivement, c'est plus de 60 ans, même près de 70 ans. Mais on parle à ce public-là. Sur LCI, on va être sur des publics beaucoup plus ciblés, CSP+, etc. Et sur le site internet, on a un public jeune, un peu plus jeune, mais autour de 35 ans. On travaille là à faire aussi des formats sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on parle effectivement à un public quand même assez âgé, et c'est pour ça qu'on réfléchit notamment à faire des formats un petit peu plus, pour rejoindre un peu plus peut-être ce que fait Aude sur les réseaux sociaux. On va y venir justement, on va détailler en fonction des publics. Alors de votre côté,
Thomas, vous vous situez où entre le journalisme assumé citoyen, le journalisme dit officiel sans que ce soit un stigmate? Vous êtes un ludion, vous baladez entre les... Ouais, moi j'aime bien me balader un peu. Après, je vais juste me permettre, vous avez cité les mots de cette conférence, fact-checking, citoyen, démocratie, et vous avez tout de suite commencé par utiliser un terme qui est le terme de média officiel. C'est dans la continuité de la table de tout à l'heure. Oui, je sais bien que ça faisait référence à ce qui a été dit tout à l'heure. Je voudrais juste préciser en préambule que l'idée d'un média officiel induit par lui-même l'idée de média officieux. Et qu'en réalité, moi, c'est un terme que j'ai proscrit de mon vocabulaire. Donc, totalement. Ben, c'est pas seulement une hiérarchie, c'est qu'en fait, il y aurait des médias officiels qui relaieraient une média officielle, qui serait un mensonge fabriqué par les puissants pour manipuler les peuples. Et je crois que c'est un peu comme le terme de journaliste indépendant. Je vois pas très bien ce que ça veut dire, un journaliste indépendant. Et je pense que ceux qui s'imaginent indépendants des puissances financières qui possèdent les journaux sont pas toujours très indépendants de leur propre prisme idéologique. Et donc, je suis pas très à l'aise avec ces notions-là. Comment on peut dire, pour avoir le bon mot, média classique, c'est un peu comme l'idée... En fait, tout ça vient d'une réflexion sur tous ces sujets. En gros, il faudrait, par principe, que les journalistes soient objectifs. Et l'objectivité, ça n'existe pas. Donc déjà, moi, je poserais le principe que, avant d'être objectif, essayons d'être honnêtes et d'être transparents. Ça permettra aux gens de savoir si on est honnête ou pas. Ça serait un premier truc. Le deuxième, c'est que je crois pas qu'il y ait vraiment d'indépendance d'un être humain par rapport à tout ce qui l'entoure, et donc un journaliste qui est, contrairement à tout ce qu'on peut penser, beaucoup plus confronté à ses propres règles personnelles qu'à des chartes ou à des règles comme un médecin qui a des règles déontologiques très établies et tout. On parle parfois d'un truc qui s'appelle la charte de Munich, que moi j'ai découvert après 15 ans de carrière, quand les complotistes ont commencé à me prendre la tête et que on n'enseigne pas du tout dans les écoles de journalisme. Donc en fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de texte fondateur de ce que devrait faire un journaliste ou de ce que devrait pas faire un journaliste. Et en gros, chacun des journalistes dans notre pays est un peu confronté à lui-même, à sa rédaction, aux autres confrères, pour arriver à trouver ce chemin-là. C'est un peu bizarre de le dire en préambule, mais je pense que c'est pas inutile, vu qu'on essaie de réfléchir comment ce métier peut servir la démocratie. Faut peut-être aussi être un peu plus transparent vis-à-vis du public pour dire que en gros, on essaie de faire notre métier le mieux possible et que le meilleur juge de la qualité de notre métier, c'est avant tout le public, plutôt que le respect de règles théologiques très compliquées. Moi, je suis un journaliste un peu bizarre qui s'intéresse pas aux vraies infos, qui s'intéresse aux fausses infos. Et je suis plutôt dans l'investigation et dans le temps long, contrairement à ce que fait Samira, qui est un traitement plus quotidien et plus direct de l'actualité. Et je suis plus sur un format documentaire un peu old school que sur des formats très modernes comme ce que fait Aude avec sa chaîne YouTube, même si elle fait aussi de remarquables documentaires que vous avez certainement vu sur le financement de la haine en ligne et tout ça, qui ont été vraiment dans Complément d'enquête, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais je n'étais pas la seule, il y avait des citoyens, notamment dans la salle, qui ont participé. Bien sûr. Mais voilà, mais donc moi j'essaye de... Je pense que le rôle d'un journaliste, c'est aussi d'être un acteur de la société dans laquelle il vit et d'essayer de donner la parole à ceux qui peuvent la faire évoluer. Et en même temps, moi, je suis devenu un espèce de combattant à mon insu, parce que la violence permanente qui est faite aux gens comme moi qui font du debunking, c'est-à-dire un peu plus que de la vérification, qui est plus du décryptage de ces théories du complot, fake news et tout. Alors pas ici, je l'espère, mais on se reçoit quand même une violence hyper importante sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie. Et donc ça fait de nous, bizarrement, des espèces de combattants d'une armée où on n'aurait pas signé. Et donc voilà. Et donc moi, je suis à la fois un peu un combattant de la qualité de l'information. Oui, mais il y a un truc bizarre. Donc moi, je suis à la fois un peu un combattant et en même temps, je suis pas un militant. Je suis quelqu'un d'engagé sur un certain nombre de sujets, notamment la laïcité, la liberté d'expression, mais aussi la vérification de l'info et l'esprit critique. Et en fait, je pense qu'il faut être capable, et c'est aussi ce que montre très bien le REC, c'est que toutes ces questions-là, elles vont bien au-delà du traitement de l'information par les professionnels de l'info. Elles touchent des citoyens, elles touchent des associations, elles touchent
Ça, c'est un complot, ça, hein, on est d'accord, hein, voilà. C'est un complot. Mais donc, du coup, moi, je suis un peu entre toutes ces eaux-là, et je suis aussi prof. Alors que je détestais l'école, et que j'ai pas fait d'études et que je suis totalement autodidacte. Et je suis devenu prof à Sciences Po, où je forme les futurs dirigeants du monde à vérifier des informations. Non, parce que c'est pas l'école de journalisme. Moi, je suis pas prof pour des journalistes. Et donc voilà. Et je pense que dans ce truc-là, moi, j'ai essayé de rester un journaliste et en même temps d'être aussi un vulgarisateur sur le terrain. Et donc voilà. Pardon, excusez-moi, c'était très long. Merci Thomas. Et alors, une autre façon de faire du journalisme, alors peut-être plus engagée, plus citoyenne, et qui s'adresse davantage aux jeunes. Non, mais c'est volontairement de... Oui. Vous tendez perche, vous les prenez ou pas? Effectivement, alors... moi, j'ai décidé de sortir un peu des sentiers battus du journalisme, un peu comme il se fait de manière traditionnelle, qui est très bien, hein, j'ai pas de souci. Avec ma chaîne YouTube, il y a quelques années, à la base, l'idée était simplement de casser aussi cette image qu'ont les gens de journalisme et qui me désespèrent chaque jour un peu plus, qui est on serait comme ça un peu des sachants qui débarquent sur les plateaux et qui disent voilà ce qu'il faut croire, ce qu'il faut pas croire, ce qui est absolument le contraire des 150 journalistes que j'ai dans mon répertoire de téléphone et qui sont des gens, je trouve, hyper... humbles, qui se lèvent le matin en se faisant des nœuds au ventre sur est-ce que ce que je vais dire, ça va être vraiment juste, il va falloir que je recoupe combien, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et sauf que cette image-là, finalement, je trouve que c'est un peu la majorité et c'est les invisibles. Et donc moi, j'avais envie de donner à voir un peu cette image-là, avec du coup ma tête à moi, parce que ça démarre comme ça. Mais du coup, voilà. Et ce que j'ai fait là dernièrement, effectivement, c'est que j'ai proposé du coup aux gens qui me suivaient dans la communauté, mais fondamentalement à tous ceux qui le souhaitent, d'enquêter avec moi. Donc de me rejoindre, on a un serveur Discord et dans lequel en fait l'idée finalement c'est d'agréger ce que je sais faire moi, c'est-à-dire la méthode journalistique et les réflexes que j'ai et peut-être un certain carnet d'adresses, des réflexes, etc., avec le talent, mais vraiment qui est des fois vraiment... Oui, j'ai rencontré des talents incroyables dans cette rédaction, de gens qui ont, je sais pas moi, un outil pour rechercher ci ou ça que j'ai pas du tout moi et qui va faire qu'on va découvrir une galaxie anti-IVG, typiquement ce qui nous est arrivé là il y a 6 semaines. Une personne qui a un contact hyper privilégié dans tel endroit, etc. Et donc l'idée quelque part, c'est d'ouvrir le journalisme. Mais très sincèrement, j'apprends aussi beaucoup de choses en retour et je trouve que finalement, on n'est pas de trop en fait à être plein, à essayer justement d'assainir le débat public et d'essayer d'enquêter ensemble. Et juste pour revenir sur la thématique qui est le fact-checking, un outil citoyen pour la démocratie. Je pense que ce projet-là, il correspond aussi à une volonté de ma part qui est qu'à un moment donné, le fact-checking, c'est vrai que c'est super et c'est tellement important, je trouve. Mais je pense que pour être allé 45 fois dans des classes, donner des réflexes, comme Thomas aussi le fait d'ailleurs, regarde les sources, fais ceci, fais cela, je trouve que c'est génial de donner des réflexes aux gens, aux jeunes, mais que quelque part, si on ne résout pas si on ne dialogue pas davantage avec le public, si on n'essaye pas de se comprendre en fait les uns les autres, si on résout pas ce problème massif de défiance envers les journalistes, je pense qu'on ne peut pas aller très très loin. Si on se tourne vers les jeunes générations, c'est justement parce qu'on peut peut-être plus s'adresser à ceux qui ont leurs opinions, qu'on mûrit, et donc on s'est dit on va attaquer à la racine pour convaincre. C'est pas trop tard. Enfin, on faisait la hiérarchie là encore tout à l'heure, pas une hiérarchie, mais de dire ceux qui sont convaincus, on n'arrivera pas à les faire changer d'avis, on n'arrive pas. Non, moi je m'adresse plus les gens qui sont convaincus, si vous voulez, de théories conspirationnistes. Je pense que malheureusement, il y a très peu de choses qui peuvent être faites pour... ça coûte trop intellectuellement, je pense, de revenir, de se remettre en cause quand on est vraiment à un niveau assez élevé d'adhésion à une théorie conspirationniste. En revanche, la majorité des gens, pour moi, ce sont des gens qui doutent et qui demandent que à faire confiance à quelqu'un, mais qui et quoi? Vous direz aussi tous les deux que c'est une majorité de gens
qui doutent? Je pense, enfin en tout cas... Non, ça m'intéresse. Non, mais c'est juste en toute subjectivité pour tout le monde, mais... J'ai envie de le dire, ouais. J'ai envie d'y croire en tout cas. Je sais pas quantifier, moi après, juste en quelques mots, ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a plusieurs catégories de gens, effectivement. Il y a des gens dont le raisonnement ne repose que sur la croyance et qui ne vont pas chercher à avoir de l'information, etc. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on conforte finalement leur croyance. Donc effectivement, eux, on a beau faire tout ce qu'on veut, essayer de vérifier des choses, etc., ou apporter du contenu vérifié. Encore une fois, sans dire qu'on détient la vérité, c'est jamais la démarche du fact-checking, en tout cas d'un bon fact-checking. C'est vraiment de dire, nous, on a confronté cette rumeur à des sources, à une enquête, et voilà ce qu'on a obtenu. C'est ça le fact-checking, c'est pas dire la vérité. Voilà, les gens qui veulent juste conforter leurs croyances, on a beau dire ce qu'on veut, ils douteront toujours de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Après, moi, j'avais établi 2 autres catégories. C'était ceux qui doutent légitimement, entre guillemets. C'est notamment sur le vaccin, de dire est-ce que vraiment il est utile, il est safe, il est voilà. Et ça, on l'a vu notamment pendant le Covid. Et ces gens, ils ont des doutes, ils ont des questions, et c'est notre rôle d'aller chercher les réponses, ou en tout cas la science sur la question et ce qu'on en sait. Et puis il y a des gens qui sont vraiment proactifs. Moi, je mettrais une sous-catégorie. C'est vraiment des gens qui viennent chercher l'information, qui nous ont identifiés. Nous, on a par exemple tous les jours des gens qui nous posent des questions. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Est-ce que vous avez vu passer telle image, etc. Je voudrais en savoir plus. Donc il y a aussi des gens qui ont envie de savoir et qui recherchent de l'information. Donc voilà. Après, quantifier chaque catégorie, ça, je saurais pas le faire. Thomas? Pas spécifiquement quantifié, mais se dire s'il y a une majorité, non, ça veut dire qu'on peut travailler sur cette cible. Je crois qu'il y a 2 minorités et une majorité. C'est-à-dire qu'il y a grosso modo une minorité de croyants d'un côté, une minorité de sceptiques de l'autre, et au milieu de ça, il y a l'immense majorité de la population qui est un peu perdue. Et grosso modo, quand on se pose, mais c'est très fréquent, on nous dit mais pourquoi faire du fact-checking? Vous convaincrez jamais les complotistes. Et je pense que effectivement, le fact-checking, ça sert pas à convaincre les complotistes. Le fact-checking, ça sert à parler aux indécis, qui sont les plus importants, les plus nombreux. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans notre chemin d'accès à l'information, on passe majoritairement par des outils numériques, et quand on arrive dans une discussion sur Internet ou sur un post sur Instagram ou une vidéo sur TikTok, eh ben, ça va devenir une forme de réalité, ce contenu. Et donc, si vous n'allez pas contredire cet élément, eh ben, quelque part, vous le laissez proliférer comme tel. Moi, je me suis souvent dit que l'une des solutions, mais elle est très coûteuse à la fois en temps, en énergie et en émotion, enfin, je veux dire, en énergie mentale, il faudrait qu'on arrive à être sur Internet les mêmes citoyens que nous sommes dans la vraie vie. Si quelqu'un débarquait dans la salle, là, en disant des espèces d'horreurs antisémites ou racistes, il faudrait pas 5 secondes pour qu'on l'attrape et qu'on lui dise de fermer sa gueule. Combien de fois on fait ça sur Internet? À quel moment est-ce qu'on va, sur les réseaux sociaux, aller poser ce truc-là? On a plutôt un autre réflexe, qui est de dire, tiens, lui, il dit n'importe quoi, je le vire de mes amis et je sors du truc. Et je l'ai fait aussi, je vous rassure. Mais donc, je comprends très bien cette démarche. Et en même temps, cette démarche, elle est terrifiante. Elle est terrifiante parce qu'elle nous prive de ce dialogue citoyen dans lequel, quelque part, réside l'espoir que nous avons qu'il soit possible, peut-être pas de faire changer d'avis les gens, mais de leur permettre de se forger leur propre avis. Le problème de la désinformation, c'est pas tant que les gens croient à ces trucs-là, c'est qu'ils ont l'illusion de s'être fabriqué leur propre avis sur un truc où ils ont été manipulés. Et en fait, c'est ça l'immense problème auquel on est confronté. C'est pas tant la vérité et le mensonge, ce sont des entrepreneurs de la désinformation, de la manipulation, qui ont acquis une énorme compétence pour le faire, et qui ont acquis des moyens pour le faire, qui ont un certain talent d'ailleurs, il faut quand même leur reconnaître ça. Et donc le vrai problème auquel on est confronté, c'est ça. Il y a un élément scientifique, alors je parle sous le contrôle de nos collègues grands penseurs et grands sachants qui sont dans la salle. Je vois Pascal par là qui a troqué sa batterie, mais qui pourra corriger si on dit des bêtises. En gros, les études montrent plutôt que le fact-checking, ça marche pas sur les croyants. En gros, quand vous croyez que la Terre est plate, on a beau vous expliquer ça avec du fact-checking, ça va pas marcher. Par contre, il y a un élément qui marche, en tout cas d'après le MIT, qui a publié une grande étude au mois de septembre, c'est ce qu'on appelle le debunking.
Ça veut dire la déconstruction de la mécanique et de la rhétorique du mensonge. Ça marche y compris sur les croyants. Et donc, ça dit quelque chose. Ouais, ça les emmène à leurs propres conclusions. En après, fait, oui, c'est-à-dire que plutôt que d'aller sur les croyances, ça attaque le mécanisme qui amène à. Et donc, dans une analyse de nos méthodologies cognitives, une erreur peut être effectivement décelée. Et là, on se dit, tiens, c'est pas l'info que j'avais qui est mauvaise, c'est la démarche que j'ai utilisée qui est pas bonne. Et donc, on se dit, tiens, si ma démarche est pas bonne, potentiellement, je peux reproduire cette erreur. Et donc, du coup, il y a une autre mécanique qui se met en place. Et on rejoint un peu ce que vous disiez aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent pas se faire manipuler. Et le drame de tous ces gens qui voudraient être en capacité de se faire leur propre opinion sur les choses, et notamment sur Internet, c'est que bien souvent, les algorithmes les amènent à des manipulateurs. Et non pas à des gens qui font de l'information sérieuse. Donc il faut lutter sur plusieurs fronts. Alors là, il y a beaucoup de fronts sur lesquels il faut lutter. On hiérarchise comment alors visiblement, la diffusion majoritaire chez les jeunes se passe sur le numérique. Chez les personnes plus âgées, par les voies traditionnelles, je fais attention à ce que je dis. Ouais, attention maintenant. Donc, il y a un truc on adresse tout ça en même temps. Il y a plusieurs publics et donc il y a plusieurs adresses à faire. Et c'est pas pareil de parler à tonton conspi ou tata antivax autour de la dinde de Noël, du vaccin et des puces 5G, ou de parler avec les fans de Maître Gims qui ne payent plus EDF parce qu'il y a de l'électricité en haut des pyramides. Donc c'est pas exactement la même chose, mais je crois qu'il faut qu'on soit capable d'adresser ce message de manière collective. Et sur tous les... pardon. Non, vas-y. Non, je disais sur tous les fronts, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur l'éducation aux médias, moi je donne des cours aussi dans les collèges et les lycées, et je pense que c'est important effectivement d'aller à la racine et de leur donner des réflexes en fait, de vérification. Tu parlais tout à l'heure des jeunes, quand on fait un sondage dans une classe, minimum 90% de la classe s'informe sur TikTok aujourd'hui. Là, je parle de collégiens, fin de collège ou début de lycée. Et à un moment donné, il faut aussi aller leur parler, juste travailler leur esprit critique. Il ne s'agit pas de dire n'écoutez que les médias mainstream, on va dire ça comme ça, et pas les médias traditionnels. Ça, il y en a trouvé. Mais voilà, mais en tout cas... Tu ne vas pas nous faire une choré TikTok, là, quand même c'est pour ça que vous avez répondu à la question que vous étiez aussi sur ce canal de diffusion. Vous étiez prêt. Oui, on est répondu tout à l'heure que vous bien étiez sur ce canal. Bien sûr, il faut aussi aller là-dessus, mais en tout cas, juste donner des réflexes de... Moi, par exemple, les jeunes me parlaient d'influenceurs que vraiment j'ai découvert, que je connaissais pas du tout, Poupette Kenza, etc. Vraiment, j'ai découvert tout ça, t'en as entendu parler, voilà. Donc bon, j'ai découvert avec eux, mais c'est ça leur information aujourd'hui à eux. Je leur ai dit, voilà, comment vous vous informez, quelle est l'information pour vous du moment, etc. Et à partir de leur univers à eux, juste leur donner des réflexes. Une des questions qui m'a été posée, donc sur cette fameuse Poupette Kenza, c'est est-ce qu'elle est séparée d'Alan ou pas? Donc je ne connaissais ni Poupette Kenza ni Alan, mais du coup je leur ai dit ok, on va prendre ça comme information à vérifier, mais qui vous a dit qu'elle était séparée d'Alan? Ok, quel influenceur vous avez suivi, sur quel compte? On va croiser les sources en fait, sans utiliser de grands mots avec eux, juste aller chercher plusieurs sources d'informations, leur expliquer que Google n'est pas une source, que Wikipédia n'est pas une source, en tout cas il faut qu'on leur explique comment ça fonctionne, et qu'ils aient cette démarche, si vous voulez, qu'on a nous, journalistes professionnels, de croiser les sources. Et juste à partir du moment où on leur explique juste de comment faire confiance à leur esprit critique, comment douter d'une information et comment la recouper, pour moi, déjà, le job est fait, enfin, en tout cas, à ce niveau-là. Aude. Oui, non, toute la difficulté, je trouve, c'est qu'en tant que journaliste, je trouve qu'on part assez perdant sur beaucoup de tableaux par rapport aux conspirationnistes. Non, mais le jeu de base, tu es de base un peu perdant, quoi. Ah oui. De base, on n'est pas dans le camp des gentils. Non, mais pour plein de raisons, je dis n'importe quoi, mais par exemple, on n'a pas tellement cet effet, je crois que c'est un nom, l'effet de dévoilement, où tout d'un coup tu as la sensation d'avoir compris. Collez davantage le micro. Je discutais avec, je discutais pas, je voyais une interview de Monsieur Sam, qui n'est pas là, bref, qui fait de l'esprit critique aussi, etc., et qui disait un truc très juste, qui dit que le problème, c'est que dans l'éducation, on t'apprend quelque chose. Voilà, la Terre, elle est ronde. Voilà, on passe à autre chose, etc. Et quelque part, le discours conspirationniste te fait comprendre quelque chose. Et donc, tout l'enjeu, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye un tout petit peu avec mes petits moyens de faire dans la rédaction collaborative, mais il n'y a pas que moi,
c'est que les gens arrivent à eux-mêmes comprendre, ah oui, cette piste-là, elle marche pas. Ah oui, là, ce témoignage, finalement, on n'en est pas sûr parce que ceci, cela. Et c'est ça qui reste et que les gens retiennent. Et dans les ateliers, dans l'association FECOF, c'est ça aussi, en fait. Et d'une manière générale, dans l'éducation nationale, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver ces moyens d'amener les élèves, même tout au long de la vie, je veux dire, à comprendre quelque chose qui est beaucoup plus flatteur et qui te met aussi dans une position après de vouloir défendre ce que tu as compris. Ce qui est, voilà, toutes les communautés qui suivent des conspirationnistes sont vraiment dans cette mouvance-là. Et puis il y a aussi une autre chose, je trouve, qui est que le discours conspirationniste te crée une communauté, te crée je veux dire, il y a un fort sentiment. C'est un peu terrible et presque un petit peu triste, je trouve, par certains aspects. Et en même temps, mais moi, j'ai été amenée à discuter avec beaucoup de gens qui avaient versé dans le conspirationnisme d'une manière ou d'une autre et qui avaient retrouvé beaucoup d'estime d'eux-mêmes, qui étaient très fiers de participer à une forme de mouvement, etc. Et ils sont sortis de la dépression grâce à ça. Enfin, bon, bref, c'est pas pour généraliser parce que c'est pas du tout une étude évidemment que j'ai faite, je parle de 2-3 personnes comme ça, mais ça m'avait frappée. Et dans le journalisme, qui on emmène comme ça en mode oui, communauté, allez, on y va. Ça va il y a une asymétrie dans les moyens, et puis il y a une autre temporalité aussi. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui veulent lutter contre la désinformation, et donc voilà, il y a un chemin à trouver en fait pour nous aussi. Je veux dire. Alors quelques pistes subjectives. Qu'est-ce que vous faites les uns les autres, Thomas? Mais je crois que c'est important de refaire de la transparence. C'est-à-dire d'essayer de casser au maximum l'image que se fait une grande partie de la population de la manière dont les journalistes travaillent. En réalité, mais c'est normal aussi qu'on ne montre pas l'arrière-cuisine. Quand vous allez au restaurant, vous ne savez pas comment ils font la sauce béchamel. Hier soir, on a dîné, moi j'ai mangé un Welsh, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. C'était très bon, je leur ai fait totalement confiance là-dessus. Mais il y a quelque chose... En fait, les médias, la presse, l'information, c'est une industrie. Et en même temps, comme ça touche à des tas de choses citoyennes, ça sort un peu de ce cadre-là. Et donc, pour moi, il y a une vraie solution, mais elle va plaire à personne. La vraie solution, c'est qu'il faut payer pour s'informer. Ah oui, c'est aussi. Mais la réalité, c'est que à partir du moment où l'information est un bien de consommation, on vit dans une société capitaliste néolibérale. Et donc, vous achetez un service... Vous êtes en concurrence avec des sources d'information gratuites. À quel moment vous... Le problème, c'est l'information gratuite. Ça, on est tous d'accord. Quand l'information est gratuite, le produit, c'est vous. Et donc, ça pose un immense problème. Et on ne peut pas baser le maintien, la défense de la démocratie, de la citoyenneté sur ce rapport déséquilibré. La réalité, c'est que quand vous payez pour vous informer, vous achetez le lien de confiance avec ce média qui vous informe. Et s'il n'y a plus cette interaction-là, en réalité, il n'y a plus de possibilité de ce lien de confiance qui existe. C'est-à-dire qu'à un moment, quand votre salaire il est plus payé par les gens à qui vous parlez, mais par autre chose, la publicité ou d'autres trucs, en fait, ça peut plus fonctionner. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre, et notamment en France. Parce Alors c'est le modèle Mediapart ou le modèle New York Times, c'est quoi que vous... Je crois en tout cas que les gens qui lisent le New York Times sont beaucoup moins désinformés que les gens qui lisent de l'information gratuite. Et je pense même, je vais même vous dire un truc de ouf, c'est que les mecs qui achètent Valeurs Actuelles, ils sont moins désinformés que ceux qui consomment de l'info gratuite. Ils achètent un torchon raciste. Ils savent ce qu'ils achètent et ils ont leur torchon raciste. Donc je crois que l'une des vraies solutions, c'est ça. Après, il y a l'éducation. Il faut absolument on peut plus faire l'économie, mais dès le plus jeune âge, d'apprendre à vérifier une information. C'est plus possible. C'est-à-dire que c'est aussi important que d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Il faut apprendre à décrypter l'information. Dans un univers, notamment numérique, on n'a même pas parlé des intelligences artificielles, des photos, de tout ça et tout. C'est le mot, voilà. C'est le buzzword de Stan et ChatGPT. Voilà. Et il y a un autre truc où là, entre guillemets, on a un rôle en tant que société. Il faut réguler les GAFA. On ne peut plus tolérer que ces entreprises multinationales américaines nous imposent leur manière de voir les choses, ne respectent pas nos lois, permettent la diffusion non seulement de choses fausses, mais surtout de discours de haine structurés, qui ont des conséquences dramatiques.
Et en plus, elle crée les conditions d'un monde dans lequel on ne peut pas s'en sortir. En gros, on vit tous dans une bulle, on est tous en permanence radicalisés par un algorithme, et à la fin de la journée, on ne peut même plus discuter avec des gens avec qui on était pourtant d'accord. Donc, sur ces 3 aspects-là, il y a quelque chose à jouer. Chacun d'entre nous doit trouver sa solution aussi. Oui, c'est des changements à grande effectivement, échelle là, que vous mettez en avant d'abord. ouais. Mais c'est d'une ambition folle. Ben ouais, mais je crois qu'on peut pas. Enfin, comment dire ? Je crois qu'on peut pas faire autrement. On peut pas, pour nos enfants, abandonner ce combat-là et laisser Monsieur Zuckerberg et Monsieur Musk décider de comment on va s'informer. C'est pas possible. Il faut que ça cesse. C'est beaucoup trop grave. Moi, je vais dans les écoles depuis 10 ans. J'ai fait plus de 350 interventions en classe. J'ai dû bosser avec, allez, je pense, entre 7 et 8 000 gamins. Il faut les aider. On peut pas les laisser dans ce truc-là. Hein. C'est pas possible. Donc, fermons ce truc-là, le temps qu'ils respectent nos lois. Mais moi, je crois qu'on peut plus du tout accepter le jeu tordu que nous proposent les plateformes sociales aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question de l'économie des médias, elle est vraiment clé. Et c'est vrai que moi, je suis souvent très surprise de voir plein de gens qui critiquent le travail journalistique qui est fait et qui, à tort ou à raison, et parfois à raison, et il n'y a pas de souci, mais qui ne sont pas du tout sensibles à ça, c'est-à-dire au fait qu'il y a besoin d'argent en fait pour faire vivre l'information de qualité. Et je pense que les citoyens qui sont dans la rédaction voient aussi, je sais pas, il y a des enquêtes qui prennent 2 mois et demi, 3 mois, j'y suis toujours. Là, on est en train de faire. Là, c'est une bonne prise de conscience parce que peut-être qu'initialement ils avaient l'idée de se long, dire, ça prend du temps, c'est compliqué. D'ailleurs, je sais toujours pas comment je vais finir la série parce que je suis, voilà, bref, mon contrat il s'arrête à telle date et en vrai, ça va me prendre beaucoup plus de temps et du coup, oui, c'est la galère et beaucoup de journalistes d'investigation, je trouve que c'est pas assez finissent sur Pôle Emploi les 2 ou 3 derniers mois de boulot, quoi. Quand on fait de l'investigation, c'est comme ça, c'est comme si c'était normal. Bah, moi, je pense que ça l'est pas en fait, et c'est pas su. Et donc en fait, c'est vrai que c'est. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, bien dans le micro, comme ça. Ah, excusez-moi, oui, c'est tout de suite, ça va mieux. Et en fait, et c'est vrai qu'on est dans une époque où en fait les gens il y a une très 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 haute exigence par rapport au travail journalistique. Et moi, je constate très sincèrement, et c'est pas pour dédouaner parce que voilà, il y a des problèmes à d'autres niveaux, mais on a aussi de moins en moins de moyens. Les médias, c'est pas intéressant pour eux de rémunérer l'investigation. C'est pas ce qui se regarde le plus. Ce qui se regarde le plus, c'est à la limite des bons faits divers, qui d'ailleurs sont très intéressants économiquement pour les journalistes à faire, parce que si tu te mets sur un fait divers, tu sais que dans 10 jours t'as fini, parce que dans 10 jours le truc va être diffusé, il faut que ça aille vite. J'ai fait Ligonesse, j'ai fait tous ces trucs-là, ouais. Ça va vite. C'est rapide. T'as ton rédac chef qui va venir le lendemain en te disant génial, on a fait un carton d'audience. Ok, bon bah super, etc. Et tu vas pas te galérer pendant 6 mois à faire une enquête un peu ardue sur quelque chose de super pointu. Au final, tu vas te retrouver sans argent les dernières semaines, etc. Et donc il y a toute une économie, bref, qui serait. J'aurais beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser les gens à ça, quoi. Et c'est vrai que souvent, je vois des médias indépendants qui galèrent. Je sais pas Médiacité où ils en sont, mais je crois que ça va mieux. Non, je sais pas. Médiacité, je trouve ça absolument énorme. Je sais pas s'ils sont sur Toulouse. Oui, ils sont sur Toulouse aussi. Ouais, c'est vraiment de l'investigation locale. Et j'ai le souvenir, en enquêtant sur le business de la désinformation, je crois que c'est aux États-Unis qu'il y a eu une étude, c'était Julia Cagé, une économiste super qui travaille sur les médias, qui m'en avait parlé. Aux États-Unis, il a été établi que là où il y a vraiment des déserts, au même titre qu'il y a des déserts médicaux, il y a des déserts de presse locale, qui créent une augmentation de la corruption, par exemple. Qui crée toute une série de problèmes parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, eh bien, il y a et voilà. Et Médiacité, pour moi, bon voilà, je sais pas comment je me retrouve à les citer, mais ils sont très bien. S'ils sont là, je leur dis bonjour. Ils font de l'investigation locale, ils soulèvent des vrais trucs, et je trouve que c'est vraiment waouh, c'est super. Et je sais que voilà, économiquement, ils sont là, ils galèrent, etc. Alors que waouh, ça, quel boulot, quoi. Ça mérite vraiment d'être soutenu. Ouais. Comment on peut résoudre ce problème systémique ? En 30 ans, on a rendu les accès gratuits, les paywalls ont disparu les uns après les autres pour un Écho, un Mediapart rentable. En combien la formule n'a pas encore été trouvée. Enfin, je ne veux pas être négatif par rapport à ce que vous disiez, Thomas, mais
Non, mais repartir dans Mediapart, c'est quelque chose d'intéressant au moment où se crée le journal. C'est pas très connu, mais au moment où Mediapart se crée, on est donc en 2007. Ils vont se créer au moment de la victoire de Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, il y a une femme qui s'appelle Ségolène Royal qui a créé un mouvement qui s'appelle Désir d'avenir. Désir d'avenir, c'est la plus grosse base de données militantes en France. C'est 1 million d'adresses e-mail compilées, et c'est à l'époque quelque chose de totalement nouveau dans notre pays. Et au moment où Mediapart se crée, eh ben, ils vont avoir un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, bienvenue. Ségolène Royal va, le lendemain de la défaite, envoyer une newsletter avec Désir d'avenir et dire Sarkozy a gagné, on rentre en résistance. Et le premier acte de résistance, c'est de vous abonner à Mediapart. Et quasiment instantanément, Mediapart a 15-20 000 abonnés. 20 000 abonnés à 10 € par mois. Quand on crée un journal et qu'ils ont levé des fonds pour le faire, et ben voilà, ils arrivent à développer quelque chose. Et ils arrivent à développer le journal. Et le journal va grosso modo, pendant 5 ans, être le journal de la critique des malversations de la droite au pouvoir. Et gagner une grande notoriété auprès d'un public de gauche. Ils vont arriver à peu près à 100 000 abonnés à ce moment-là. Et là, c'est Hollande qui gagne, et c'est eux les premiers à sortir les trucs sur le ministre de l'économie qui paye pas ses impôts. Et donc, ils vont faire de l'investigation sur la gauche au pouvoir. Et donc, du coup, il y a plein de mecs de droite qui s'abonnent à Mediapart aussi. Et du coup, ils arrivent, ils sont montés à 150 000. Je sais pas où ils sont aujourd'hui. Ils sont entre 100 et 150 000. Et du coup, le journal fonctionne, et il fonctionne sur la base de l'argent donné par les gens qui le lisent. Donc, ils réussissent ce truc-là. Des expériences qui réussissent, il y en a, malgré tout. Je pense à Binge Audio, qui fait du podcast et qui marche. Je pense au 1, à toutes les entreprises d'Éric Fotorino, qui est un journaliste brillant, mais qui est surtout un super businessman de la presse. À chaque fois qu'il crée quelque chose, ça marche super bien. De America à Zadig, en passant par Légende, Le 1, il crée des formats qui, voilà. Et donc, je pense qu'il y a une demande du public pour de l'information de qualité, mais ma crainte un peu ces derniers temps, c'est que cette information de qualité, elle s'est beaucoup idéologisée. C'est-à-dire que là où Mediapart, à mon sens, avait gagné la bataille de la qualité de l'info, c'est qu'il faisait de l'investigation fondamentalement, et donc c'était pas forcément un prisme idéologique. Je pense par exemple à Reporter, qui est un très bon magazine, mais qui est très 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 écolo, jusqu'à parfois ne pas avoir de critique vis-à-vis du mouvement aussi. Et donc c'est toujours un peu la même chose. C'est à quel moment est-ce que vos convictions et vos engagements sont ce qui vous permettent d'agir, et à quel moment ils deviennent un peu une forme, non pas de frein à votre action, mais peut-être pas de dévoiement non plus, mais en tout cas, on n'est plus sur la même ligne. Donc, moi, je crois qu'il est possible d'imaginer de nouveaux formats. Aude le montre aussi. Moi, elle a créé quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'avait fait Rue 89 à l'époque. Rue 89, c'était l'info à 3 voix. Journaliste, expert, citoyen, parce qu'il faut plus qu'un bon journaliste pour faire un bon papier. C'était ça la baseline. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui aurait peut-être dû marcher. Après, eux, ils avaient choisi le gratuit, et à la fin, ça s'est pas très bien terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes suffisamment nombreux pour nous prouver qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait. Et en même temps, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ce qu'on fait vous serve, et que le public soit aussi capable de porter tout ça. Juste un dernier mot sur le fait que ce que tu disais tout à l'heure, quand on devient complotiste, on a une espèce de famille qui se crée. Et on a des gens qui te défendent. Quand on est anti-complotiste, on a les complotistes qui nous détestent et qui nous insultent. On a les autres collègues qui en ont un peu rien à foutre de ce qu'on fait. Et en fait, il n'y a personne qui nous défend jamais. Et c'est ce que raconte le meilleur spécialiste de ces questions aujourd'hui en France, qui est Rudi Reichstadt, dans son dernier bouquin, Au cœur du complot. Je me permets de vous dire ça parce que moi, ça me fait beaucoup de bien de vous voir tous aujourd'hui. C'est un truc qui est difficile, ce qu'on fait. Et on a rarement le sentiment d'être très soutenu. Et ces 2 jours-là, dans lesquels on se retrouve, on discute, on échange, et où il y a cette humanité, où il y a cette solidarité aussi, et ça fait beaucoup de bien, et ça va permettre de repartir au combat avec de bonnes ondes. Mais je pense que ce genre d'initiative devrait être beaucoup plus fréquente. Et on devrait avoir peut-être pas des conseils psychiatriques pour des cellules de soutien, mais franchement, il y a des moments où on n'en est pas loin.
On n'est pas loin de ça parce qu'il y a une vraie violence qui s'exprime contre nous et dont franchement, malgré tout ce que veulent imaginer ceux qui pensent que je suis un pédophile sataniste financé par la CIA et les Illuminati reptiliens, en réalité non, c'est pas vrai et du coup c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre. Merci Thomas Huchon, on va prendre des questions. Merci beaucoup. C'est vrai que moi aussi, je suis content d'être ici, parce que c'est vrai qu'on sent en effet cet effet de communauté dont tu parlais, et c'est très agréable d'être tous réunis. Vraiment, c'est chouette. Et du coup, quand même, au tout début, Thomas, quand tu as dit il n'y a pas de médias officiels, ça m'a fait un peu bondir, en fait. Mais tu es un peu revenu là-dessus à la fin, parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a... J'ai entendu ça un peu différemment. C'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre les médias comme Mediapart où on paye ou Place ou je sais pas, où on paye pour l'information, et les médias en effet qui sont gratuits. Et j'ai vraiment bien compris ton argumentation. Par contre, j'aurais vraiment été très curieux d'entendre l'avis de Samira là-dessus, vu qu'en effet TF1 c'est Bouygues et c'est payé par la pub, etc. Comment on peut apporter la Comment tu apportes la Je vais me défendre. Moi, j'ai commencé cette semaine une chronique chez Click TV. Donc moi, c'est Bolloré, mon patron, maintenant. Attention. Attends, c'était quoi la fin de la question, pardon, du coup ? Oui, du coup, comment apprécier la qualité de médias où il y a des médias qui sont financés, et là, a priori, quand même, c'est un peu la voie de la démocratie. Enfin... Ouais. Des gens payent pour l'information, et comment pouvoir apprécier des médias où là, en effet, l'information est gratuite, et ce qui est le cas des 20 minutes ou de TF1, ouais. Voilà. Alors oui, l'information est gratuite, et pour qu'elle soit gratuite, il faut quand même que j'ai un salaire à un moment donné. Donc effectivement, c'est Bouygues qui est l'actionnaire principal de TF1, mais ce qui paye le TF1 et les contenus, c'est la publicité. France Télé, c'est la redevance télé. Donc moi, je paye avec mes impôts France Télé, etc. Donc effectivement, à un moment donné, on est une entreprise, on est des salariés, il faut qu'on mange, il faut qu'on... Voilà, donc à un moment donné, obligatoirement, je suis payée par quelqu'un. Et je mange beaucoup. Et sur les contenus, juste, je voulais rebondir, et ça va peut-être répondre à ta question, sur les nouveaux formats. Moi, il y a un truc quand même que j'ai observé, j'en suis hyper fière et ravie, c'est que certes, il y a les médias d'investigation qui sont reconnus comme Mediapart, etc. Certes, il y a des super initiatives qui sont prises sur les réseaux sociaux et tout, mais il y a aussi les médias, les grands médias, médias officiels, on va dire, comme ça parle à tout le monde, et même si Thomas n'aime pas, c'est pas grave, j'en fais mon affaire, mais qui se saisissent de ça. Au bout de 3 ans, on a réussi à créer un service à TF1 et sur LCI de fact-checking. On a une chronique qui est estampillée vérificateur Info ou Infox tous les samedis et tous les vendredis sur LCI. J'ai pu parler du délit de faciès. J'ai pu parler, on parlait tout à l'heure des retraites, du chiffre du gouvernement qui est avancé de 1 200 €. Tout le monde sera payé à 1 200 € minimum, et c'est faux. On l'a dit, tout ça à l'antenne, ça a été vu par des millions de personnes. C'est estampillé, c'est assumé, et c'est toutes les semaines au JT de TF1, de LCI, etc. Et là, nous, on a une audience de dingue. De quel levier on parle ? Tout à l'heure, on disait comment on peut s'en sortir. Il nous faut de l'argent, il nous faut des trucs. Il nous faut aussi des gens qui nous écoutent. Le JT, c'est le plus regardé encore une fois, il est très regardé. Et du coup, de se dire, à un moment donné, moi, je peux m'appuyer sur cette force de frappe aussi pour faire du fact-checking. Au moment du Covid, on a reçu plein de mails de gens qui nous disaient merci pour votre travail, ce que vous avez fait, etc. Au moins, je comprends mieux ce qui se passe. Ça répond à mes questions, etc. Et du coup, je vais rebondir aussi sur la question de la transparence que tu soulevais, Thomas, tout à l'heure. Le fact-checking a changé ça aussi dans notre rapport de confiance au public. C'est vrai qu'avant, notre enquête, c'était notre tambouille interne. C'est-à-dire que moi, j'étais journaliste économique avant, et sur mes enquêtes éco, je donnais le résultat de mon enquête. Aujourd'hui, le fact-checking a changé ça, c'est-à-dire que je vais donner toutes les étapes de mon enquête. Je vais dire, j'ai interviewé un tel, je suis allé chercher telle source sur tel site, sur tel truc, chose qu'on ne faisait pas avant et que le fact-checking nous pousse à faire aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est un levier aussi intéressant de pouvoir, pour pouvoir renouer la confiance avec le public. Donc oui, effectivement, il y a un patron pour chaque chaîne, effectivement, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu traiter des sujets que j'ai proposés sans qu'on me dise non, on ne fera pas le délit de faciès à TF1, non, on ne fera pas les 1 200 € à TF1, etc. Vous n'avez pas l'impression que quoi que vous disiez, il y a quand même le péché originel d'être TF1, donc Bouygues?
voyez ce que je veux dire, Samira? On sait que vous êtes sincère, on sait que vous véhiculez vos valeurs de journaliste et votre éthique personnelle, comme un peu l'a décrit tout à l'heure Thomas, c'est le combat de soi avec soi-même en tant que journaliste. Nonobstant, à chaque fois, vous allez devoir... Ça vous est déjà arrivé de devoir justifier que vous travaillez pour TF1 Mais toujours. Voilà. C'est pour ça que j'y vais, d'ailleurs. C'est pour ça que j'appelle le péché en plus originel. Mon histoire personnelle, c'est très drôle de me retrouver à TF1. Et j'y suis parce que j'ai envie d'y être. Et je l'assume devant vous tous. Je l'assume complètement d'y être. Et je suis super contente parce qu'on parle à tout le monde. Parce que TF1 est regardé par tout le monde, même dans les quartiers dont je viens, même en banlieue, dans les provinces les plus reculées, etc. On parle à tout le monde. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est de parler à tout le monde et de faire mon job. Après qu'on vienne me critiquer peut-être sur mon travail, là, on peut discuter. Mais sur le support me permet de parler à vous tous. Donc j'y vais. Monsieur. Bonjour, j'ai une petite question, principalement pour Samira, mais les lumières de Thomas et d'autres m'intéressent. Je voudrais vous parler des manifestations sur la réforme des retraites. Moi, j'ai participé, j'en tire aucune gloire, j'ai participé à 11 manifestations, 9 à Toulouse, 2 à Rennes, et dans les deux cas, j'ai aucun chiffre, il y avait plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui étaient généralement bon enfant, gueulard, chantant faux, bon, on est d'accord, mais bon enfant. Petite parenthèse, le camion de la CGT à Rennes vend des galets de saucisses. Ça, c'est top. Et puis, il y a eu quelques dizaines, et j'assume de dire quelques dizaines, max une centaine, par exemple à Toulouse, qui étaient des gens violents, physiquement violents, qui ont déglingué des façades de banques, qui ont mis le feu aux poubelles, cassé des abribus, et dont les news et les articles qui offraient une image ou des images, des photos ou des films, il y a 99% de la couverture qui concerne les violences et 1% qui concerne les gens qui chantent, qui agitent leurs pancartes, etc. Est-ce que vous considérez que ce détournement, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais je le garde, c'est de la fake news? Et est-ce que ce ne serait pas par hasard quelque chose qui mériterait du fact-checking en tant qu'outil citoyen pour la démocratie? Merci. Tu veux répondre ou j'y vais d'abord? Ouais. Je vais commencer. De quel support vous me parlez, du coup? Est-ce que c'était... quand vous dites 99% versus 1%, est-ce que, du coup, on parle du JT, on parle des journaux d'une manière générale, on parle des chaînes d'information en continu? Parce que là, il y a des lignes éditoriales. Je dis juste ça parce que, voilà, il y a une façon de traiter l'information qui est complètement différente. Parler des violences, ça fait partie de l'actualité, enfin, ça fait partie de ce qu'on voit en plus. Et s'ils le font, on sait très bien que s'ils le font, c'est pour le montrer à un moment donné. Donc, qu'on les voit, moi, ça me gêne pas. Qu'on parle de la suite, parce que en fait, ça me fait penser juste à Sainte-Soline. Je ne sais pas pourquoi je fais une association d'idées, mais j'étais au JT, j'étais dans les coulisses que je faisais ma chronique ce jour-là sur Sainte-Soline. Et Sainte-Soline, typiquement, au JT, on a fait effectivement les violences, parce que c'était ultra violent, enfin des deux côtés d'ailleurs, à la fois côté police et côté manifestants. Et on a fait juste derrière de quoi il parle, c'est quoi cette histoire des méga-bassines, etc. On essaie d'expliquer les choses. Ce questionnement que vous avez, on l'a tous les jours en conférence de rédaction. Donc il y a un truc qui s'appelle la conférence de rédaction où on réfléchit en fait chaque matin à comment on va traiter l'actualité. Je ne sais pas si du coup vous, l'impression que vous avez, c'est sur le global de tous les médias ou sur un média en particulier. Ouais. Effectivement, après, voilà, c'est la question du ce qui est le plus spectaculaire versus l'analyse. Est-ce que du coup, elle a assez de place ou pas? Et je partage votre interrogation. Je peux pas vous dire plus là-dessus. L'un des problèmes auxquels on est confronté dans le traitement de l'actualité, c'est pas uniquement de se dire il y a des choses plus importantes que d'autres ou des choses plus spectaculaires que d'autres. Il y a une nouvelle forme de concurrence un peu déloyale. C'est que le JT de TF1, il est en concurrence avec un mur Facebook. Et oui. En fait, ces réseaux sociaux et ces plateformes de partage de contenu ou de vidéos, elles n'ont pas d'impact que sur elles-mêmes et sur les utilisateurs qui vont sur les réseaux sociaux. Elles ont de l'impact partout. Si vous voulez capter l'attention des gens
avec votre journal d'information, avec vos vidéos sur YouTube, avec vos documentaires, eh ben, il faut bien à un moment qu'il lâche TikTok ou Instagram, si vous voulez qu'il regarde votre truc. Et comment vous faites pour qu'il lâche TikTok et Instagram à partir du moment où on sait que le cerveau humain est beaucoup plus attiré par les choses qui font appel à la colère, à l'indignation, à la violence. En gros, tout ce qui est pourri, ça nous plaît plus que tout ce qui devrait nous intéresser. Si, hein, Pascal, je parle sous ton contrôle, hein, mais voilà, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. Et donc, on est dans une espèce de logique un peu terrifiante, où finalement, ceux qui devraient lutter contre cette manière de faire de l'info, ben, ils ont besoin que vous veniez chez eux pour qu'ils puissent lutter. Et pour que vous veniez chez eux, eh ben, il faut qu'ils vous appâtent. Hein. Non, mais je sais bien qu'on est dans un horrible cercle vicieux. C'est la version putaclic du journal. Oui, c'est grosso modo, les réseaux sociaux poussent tous les journalistes, y compris les plus sérieux, à modifier la manière dont ils vont faire le produit d'appel de leur travail. À moins d'être dans une autre forme de consommation de l'information et d'être là, par exemple, face à des abonnés, d'être sur un temps beaucoup plus long, je pense à 6 mois, je pense à 21, ces revues qui sont dans une autre temporalité. Hein, mais l'un des vrais problèmes auxquels on est confronté, c'est le temps. C'est-à-dire que, c'est d'autant plus difficile de trouver des solutions là-dessus que, eh bien, on est de plus en plus dépendant des outils qui nous amènent à cette information. Le téléphone portable, en moyenne, combien de fois par jour un être humain regarde-t-il son téléphone portable ? 100 ? Pas mal. Plus de 200, c'est bien, on y est ? 1000 ? Ah, monsieur, attention. Hein. Si on prend que les moins de 13 ans, c'est 2000. Non, je rigole. Non, c'est 241 fois par jour. 241 fois par jour, vous regardez votre téléphone. Il y a des études qui montrent que on perd un certain nombre de points de QI à chaque fois qu'on a une notification. Ça ne veut pas dire qu'on est débile à la fin de la journée au bout de 10 notifs, hein, mais ça veut dire qu'au moment où vous recevez ces notifications, vous avez une stimulation émotionnelle dans votre cerveau qui fait que vous n'avez pas la réflexion, la capacité cognitive de réflexion totale pour y faire face. Et donc, tout ça, c'est ce qui gouverne tout ce qu'on fait aujourd'hui. Tiens, je crois qu'il y a Pascal qui veut dire un mot, là. Je le vois, il lève la main depuis tout à l'heure, là. Non, mais il est beaucoup plus intelligent que nous, il faut lui donner la parole. Je vous le dis. Mais non, parce que moi, j'essaie de vulgariser de manière bête. Tout ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de dramatisation qui, moi, me gêne aussi beaucoup, de base, dans un certain nombre de médias. Et moi, personnellement, c'est ce qui me coupe aussi de l'actualité souvent, parce que j'ai pas envie de... Ouais, c'est une question qui est très complexe, quoi. Mais c'est vrai que je pense que les réseaux, ce que tu dis, Thomas, est vraiment tout à fait juste, évidemment. Mais d'une manière générale, ça pose la question de la place de la violence, de comment on attire les gens, effectivement, sur des programmes. Et malheureusement, ce genre d'image. Et c'est malheureux et je le cautionne pas, et je pense que la plupart des journalistes ne cautionnent pas forcément ça, mais c'est aussi ce qui attire les gens. Ouais, on est un peu pris dans un cercle. Pascal. Je voulais juste intervenir puisque tu m'interpelles, mais très gentiment. Mais en fait, moi, ce qui est assez important à dire, effectivement, tu l'as dit, c'est ces biais cognitifs aussi. C'est-à-dire que le problème, quand on accuse les journalistes de faire du buzz, du putaclic, etc., il ne faut pas oublier que c'est tout le monde, nous-mêmes. Dans les conversations quotidiennes, on va parler de quelqu'un qui a détruit sa réputation d'une bagarre qu'il y a eu. On va en parler beaucoup plus que on va pas passer des heures à penser au bonheur, à tout ce qui va bien. Donc c'est aussi, c'est très humain tout ça. Donc c'est facile d'accuser toujours les journalistes de montrer les bagarres ou les trains en retard, parce que c'est ce qui intéresse les êtres humains dans nos conversations quotidiennes. Donc c'est aussi un truc à... évidemment, si vous passez 4 heures de manifestation qui se passent bien, dans la bonne humeur, les gens vont... Et si vous proposez une autre vidéo où il y a de la casse, la plupart des gens vont aller sur la casse. Donc il ne faut pas accuser toujours les journalistes de provoquer ça. C'est vraiment quelque chose de... Voilà. Après, c'est vrai que l'idéal, ce serait de montrer... il y a eu 2 heures de manifestation pacifique et ensuite on passe à la bagarre. Voilà. Mais... Allez, on va passer à la dernière question. On redonne le micro à monsieur. Oui, moi je voulais revenir sur le financement des médias dits indépendants.
Tout à l'heure, Thomas, vous avez parlé de Mediapart, qui du coup proposait un abonnement pour accéder à ces articles. Et moi, je voulais revenir sur ceux qui proposent des accès gratuits avec des dons. Par exemple, Blast. Moi, je suis beaucoup Blast. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de financement, vu que vous n'en avez pas parlé tant que ça? Est-ce que vous pensez que c'est viable à long terme ou en fait c'est perdu, ce sera perdu au bout d'un moment, quoi? Il se trouve que la personne qui est en charge des campagnes de financement de Blast est un de mes meilleurs copains. C'était le community manager de Spicy, Mathias Enthoven pour le citer. Et donc je suis de près les galères de financement qu'ils ont. Ils en sont, je crois qu'ils doivent avoir un peu plus de 2 ans. Ils en sont à leur 4e campagne de dons. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de pérennité entre guillemets à cela, et donc ils réfléchissent à des moyens de se financer. Eux, ils ont une espèce de double ambition qui pose un double problème. C'est que, ils veulent faire des choses qui coûtent très cher, c'est-à-dire de la vidéo. Il n'y a rien qui coûte plus cher que de la vidéo, et c'est l'enquête en vidéo. Paf! Et c'est le 2e truc qu'ils font. Donc du coup, il y a encore un truc plus cher, c'est de l'information un peu caricature avec des marionnettes. Ah tiens, ils ont décidé de se refaire les Guignols, et là aussi c'est pareil, ça coûte un bras. Oui, donc ils ont à peu près choisi tout ce qui coûte le plus cher, avec un média qui est gratuit pour les gens qui le regardent, et en même temps des journalistes qui sont malgré tout payés. Salomé Saké et Paloma Moritz, elles sont sympas, mais elles sont comme Samira, elles bossent pas gratos. Donc effectivement, ils ont ce truc-là. Eux, ils jouent quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'en fait, leur manière de se financer, c'est leur engagement politique. Et leur manière de montrer l'information, moi j'ai pas de problème avec les médias engagés, mais de toute façon, ils ne se cacheraient pas exactement d'être de gauche. Je veux dire, on n'a pas fait rentrer l'éléphant rose dans la pièce. Mais donc, ils ont un truc qui est de dire, pour défendre le traitement de l'information qui permet les combats politiques, aidez-nous à nous financer. C'est pas du tout la même chose que dire, moi, je veux vérifier si les mecs disent vrai ou faux, donnez-moi un peu d'argent. Là-dessus, personne ne va vous donner de l'argent. Si vous êtes dans une forme... Encore une fois, c'est la logique même des réseaux. C'est une communauté de citoyens engagés qui décident de financer un média qui leur ressemble. Et moi, j'ai rien à redire à cela. Mais je suis pas certain que ça soit un modèle viable pour tous. Et il se trouve que moi, je suis un peu plus de ce bord politique-là. Mais si on imagine exactement la même chose avec des petits nazis. Ouais, je prends le point Godwin direct. Est-ce qu'on va trouver ça aussi génial, participatif et citoyen? Un journal financé par des nazis qui veulent faire une information de nazis. Écoutez, oui. Mais il y a le cadre légal là qui vient quand même. L'info de nazis. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose quand même. Donc, je crois que l'idée que les citoyens participent au financement d'un truc, ça peut m'aller. Mais je préfère, bizarrement, mais j'ai dû vieillir, je préfère l'acte d'achat. Merci à tous les trois. On vous applaudit chaleureusement. Merci encore.